Bonjour à tous, merci d'être tous là. Merci à Anne, merci à Léna, merci à Marie-Hélène pour cette rencontre, cette interview sur les voies de l'eau, paru chez Mama Édition, qui est. Moi, j'ai vu l'affiche, j'ai vu simplement d'abord la première couve, l'image, ça m'a tout de suite donné envie de faire cette rencontre, en fait, cette interview, avant même d'avoir lu le livre en final. J'avais appelé pour vous rencontrer, donc il y avait quelque chose qui m'attire dans l'eau peut-être, et donc je suis hâte de dialoguer avec vous pour voir quel est vraiment qu'est-ce qui s'est passé en vous avec ces rencontres aussi bien dans les dauphins, dans les baleines et avec l'eau en fait, cet élément l'eau. Et j'ai envie de rebondir juste pour commencer parce qu'il y a une amie, j'ai discuté avec elle et d'un coup dans son newsletter, elle avait marqué un jour sur l'eau. Pour elle, c'est eau, c'est énergie, amour universel parce qu'il y a le EAU en fait en français, donc ça fait tout de suite énergie, amour universel, donc ça m'a tout de suite tilté, ça m'a fait ah c'est génial. Et voilà, donc on va commencer par chacune de vous présenter. Je m'appelle Anne Paris. Je pense que ce livre, c'est vraiment la rencontre de nous trois aussi et cette amitié qu'on a. Il y a des amitiés, moi et Marie-Hélène, on est des vieilles amies puisqu'on s'est rencontrés en pension quand on avait 9 et 10 ans. Léna, je l'ai rencontrée, je sais pas exactement quand, mais c'était un appel des dauphins et c'était la vie qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et donc voilà, je suis réalisatrice, j'ai réalisé des clips et des portraits de gens. Et donc c'est à cette occasion, enfin, on s'est d'abord rencontrés avec Léna et mon compagnon qui est réalisateur également. Et comme on a eu un grand tilt, une belle connexion, voilà. On a décidé ensuite de faire un film. Ça a pris beaucoup de temps, mais on a réussi à faire ce film qui s'appelle The Journée Mer-Océan. Et voilà, je suis également, j'enseigne le yoga diamant, comme Marie-Hélène d'ailleurs. On a fait une formation toutes les deux. J'ai fait les arts déco de Nice. Donc il y a vraiment toute une connexion en fait à l'art, ou en tout cas à cette connexion à la beauté, à la vie. Mais je suis moins réalisatrice, j'écris plus de livres maintenant et j'ai envie d'en écrire d'autres. Et je pense que le yoga diamant, c'est un yoga très spécifique, donc on pourra peut-être un peu parler après, et qui intègre justement des reliances au règne, aux éléments. Et donc j'ai vraiment à cœur aussi de partager, de vivre des expériences de conscience. Ça fait très longtemps maintenant que j'en vis de manière différente, et je pense que ça a complètement changé ma vie. Donc voilà, moi si j'ai envie de faire quelque chose, c'est vraiment d'amener les gens, et en plus je trouve ça tellement urgent de plus en plus, c'est d'amener les gens à vivre des expériences pour transformer leur vision peut-être de la réalité, leur vie, et être plus heureux, plus connectés. Voilà. Donc je suis Leïna Sato. C'est toujours un peu compliqué pour moi de me définir, mais je suis apnéiste, je suis auteure, activiste depuis peu. Je suis maman, ce qui est peut-être le rôle le plus beau et le plus challengeant que j'ai à vivre. Et je suis également vraiment une grande passionnée de tout ce qui est relations interespèces avec les animaux marins, depuis que je suis toute petite. Et je réalise de plus en plus que je ne peux pas vivre sans eau. Je dis ça parce que je viens d'arriver à Bali il y a 3 jours. Et jusqu'à ce que je n'arrive, on était au Japon sur une petite île qui s'appelle Yakushima, qui est connue comme étant l'île de l'eau, l'île des dieux. C'est un lieu très pristine. En fait, il y a près 150 cours d'eau, dont certaines sont encore potables. Donc, bien sûr, c'est une île, donc c'est entouré d'océans, et donc tous les matins, j'allais nager. C'était un rituel. Le rituel de cet été, c'était pendant 45 minutes, à 5h45 ou à 6h du matin, j'allais nager avant que les enfants se réveillent. Et je débarque ici et je réalise que mon système nerveux est affolé de ne plus retrouver ce contact quotidien.
Donc, oui, l'eau occupe de plus en plus une place vraiment primordiale et vitale dans ma vie. Voilà. Merci. Aussi, on y reviendra plus tard, l'amitié avec Anne et Marie qui m'a beaucoup portée ces 10 dernières années dans mes activités autant professionnelles que dans mon épanouissement en tant qu'être humain. Moi, je suis Marie-Hélène Silmoni. Je crois que pour me présenter, je crois que la créativité, c'est quelque chose qui est assez central dans ma vie. Dans notre pratique du yoga, la créativité est liée au 2e chakra qui est lié à l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui nous relie à notre sujet. J'ai fait les arts déco comme Anne, et ensuite on peut dire que j'ai fait une carrière dans le cinéma comme chef décoratrice, que je fais toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui j'ai envie de faire plus de transmission en fait. Je pense que c'est ça qui m'anime le plus aujourd'hui, c'est transmettre, accompagner les êtres sur leur chemin de conscience et proposer des outils accessibles à tous. Et après, quand je t'entends dire, Léna, que s'il n'y a pas d'eau à côté, ça va pas, je comprends très bien parce que moi, en fait, pour l'instant, j'ai passé ma vie en manquant d'eau. Donc, j'ai un rituel à l'eau tous les matins qui est super fort parce que ça me permet de rester reliée. Un rituel tout simple, mettre les mains sous l'eau, faire la vaisselle, enfin, toucher l'eau. Après, donner de l'eau aux plantes. Et donc, il y a tout un rituel à l'eau. Mais maintenant, un de mes objectifs, c'est de trouver quel est l'endroit où j'ai envie d'initier peut-être un temple à l'eau ou un lieu qui soit un peu comme ces notions de maison portrait qui était un sujet très puissant au début du XXe siècle. Les gens construisaient des demeures qui étaient des lieux qui étaient proches de leur être. Donc voilà, moi actuellement, il faut que je trouve mon lieu d'eau et c'est un des objectifs que j'ai envie de laisser, que j'ai envie qu'il me guide, c'est-à-dire que ça soit l'eau qui me guide pour trouver quel est l'endroit où je peux créer cet espace. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai créé beaucoup d'espaces scénographiques, j'ai installé je ne sais combien de maisons par mon travail. J'ai pas arrêté de créer des maisons. Et heureusement, parce que sinon je crois qu'il aurait fallu que j'en cherche tout le temps. Et maintenant, j'ai envie de vraiment laisser quelque chose qui soit une maison qui me ressemble. Et ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait l'eau au centre de cette maison, à côté, je ne sais pas encore comment, mais voilà, que ça soit un temple à l'eau. Moi, je me souviens très bien du moment où l'idée a jailli. Oui, En fait, on était dans cet endroit qu'on appelle le sanctuaire bleu, toutes les trois. On est amené chaque année à proposer ça des retraites, mais c'est vraiment comme un voyage initiatique en mer Rouge, et donc c'est en présence des dauphins et de toute cette eau. C'est assez particulier parce que voilà, la retraite a lieu sur un bateau. J'appelle ça un bateau-île en fait, parce que c'est un peu notre ancrage. Et après, on est entouré de bleu. Donc, il y a le bleu du ciel et il y a le bleu de la mer et tous les dégradés de bleu possibles. Et donc, on était en train de nager avec les dauphins. On accompagnait notre groupe. Et puis, je sais pas, c'était un moment extrêmement joyeux. Les dauphins sont partis. Et voilà, quelques détails près, je me souviens que Anne s'est retournée vers nous. Et tout à coup, elle dit, mais en fait, on devrait écrire un livre sur l'eau. Et j'ai dit, ah oui, c'est une bonne idée. Parce que après avoir dansé avec les dauphins, tout semble absolument possible. On est dans une ouverture du cœur extraordinaire. Moi, c'est un peu comme ça, donc je me souviens du début. Oui, bah, c'est bien ça. Moi, je me souviens de la même chose. Pour moi, c'était un matin et je ne sais pas si j'avais déjà nagé avec les dauphins. C'est juste la différence. Pour moi, c'était un matin et moi, je vois le lieu où Anne le dit. Voilà, parce qu'on était sur le bateau au premier étage en allant vers le texte. Donc ouais, moi je revois l'image et je me dis bah oui, c'est évident, il faut qu'on fasse ça quoi. Voilà, ça c'est fait comme ça. Ce que je peux rajouter, c'est que j'ai eu cette formation en méditation.
Parce qu'en fait, sur ce bateau, on co-anime avec Marie-Hélène des séances de yoga. Et là, je crois que c'était même pas pendant une séance, c'était juste que j'ai médité et j'ai eu cette info à ce moment-là. Et bien sûr qu'elle est empreinte de toute la nage avec les dauphins, de ce bleu, de ce lieu, etc. Mais c'était une information. Et ce que je peux dire aussi, c'est que c'était magique parce que déjà, bon, les filles ont réagi super en disant ah oui, pourquoi pas. Mais après, on a eu une fluidité là pour trouver l'éditeur, pour avoir, enfin, il y a eu quelque chose, les choses se sont passées. Donc notre éditrice, enfin nos éditeurs sont Mama Édition, donc Mishka et Tigrane de chez Mama Édition. Mais on a rencontré d'abord Mishka que je connais, enfin Tigrane aussi. Mais ce qui était fou, c'est que en fait, comme Léna était que de passage à Sataya, qu'elle allait repartir, elle passait 2 jours à Paris. On a essayé de trouver avec Misha un horaire de rendez-vous qu'elle nous a proposé pour qu'on soit toutes les 4. Et il se trouve que ce qu'elle nous a proposé, c'était le moment, les 2 heures où à peu près au centre, il y avait le solstice d'été. Et ça, c'était vraiment le fait qu'il y ait cet alignement. Je crois que ça nous a porté. Et elle a dit, oh, je pensais pas faire un nouveau livre, mais oui. C'était voilà comment l'aventure a commencé. C'est que on s'est donné comme objectif d'écrire chacune, de parler de notre relation intime à l'eau et de laisser faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas lu les textes des autres pendant l'écriture. On a écrit toutes les 3 séparément. Et ensuite, on s'est dit, ça va marcher, ça va tisser, ça va stresser, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Encore une fois, avec beaucoup de fluidité, parce qu'on n'a rien repris. On a juste écrit toutes les 3 notre chemin d'eau. Et ça a donné ce livre. Je crois que c'est ça, on s'est laissé être tout simplement en fait. Et nos éditeurs nous ont laissé ce luxe. C'est-à-dire, ils nous ont demandé d'écrire une petite partie chacune pour vraiment dire OK. Et après, une fois qu'ils nous ont validé ça, on a fait confiance à ce qu'on est toutes les 3, je pense, et notre lien et notre relation à l'eau. C'était très émouvant, hein, je pense. On se l'est dit, mais c'était très émouvant de lire les parties des autres après. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent, exprimées un peu différemment, mais qu'il y a beaucoup de liens communs. Et après, ce qui était étonnant, c'est qu'on a trouvé des chemins différents pour le dire, mais je crois que il n'y a pas... Enfin, pour moi, il y a un chemin de transformation, il y a vraiment l'idée de passer des larmes de mon enfance à la joie. La joie, c'est quelque chose qui est très puissant dans l'expression dans ce que dit Léna, va vers ce qui te met en joie. Et après, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très proches, mais qui sont avec nos couleurs différentes. Et la quête de transformation, elle est partout. Je pense qu'elle est, et aussi la quête de joie, la quête de vie, la quête d'être vivant au monde. Et pour être vivant au monde, il faut être en reliance avec tout ce qui est. Et ça, je crois que toutes les 3, on est complètement dans ce sentiment de reliance et d'appartenir à quelque chose de plus vaste que nous. Je rejoins complètement Marie-Hélène dans le sens où, oui, on sent qu'il y a vraiment ce tronc commun de cet élan ou ce souvenir vraiment de notre être profond, qui est la joie, qui est la lumière. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que Anne et Marie, c'était comme des grandes sœurs, quoi. Donc, j'étais vraiment touchée je connaissais leur histoire parce que ça faisait quelques années qu'on cheminait ensemble. Enfin, il y a toujours eu cette évidence au moment de la rencontre où c'était pas la première fois que je l'ai rencontré. Je saurais pas l'expliquer, mais ces sensations de sororité, d'appartenance, on appelle ça la famille cosmique entre nous en rigolant un peu.
Ouais, juste d'être super touchée, de relire leur parcours et de vraiment découvrir des pans que je ne connaissais pas et ouais, me sentir honorée qu'on ait pu matérialiser en fait cette triade, cette amitié en quelque chose, en un objet concret. Voilà, bon, même si les retraites c'est concret aussi, mais ouais, mais cette matérialisation, j'ai trouvé ça très touchant. Moi, en fait, je vais te raconter comment je suis allée me mettre en eau chaude avec des gens qui pratiquent le Watsu. C'était un matin, fin d'un film où j'étais très fatiguée, et je fais mon rituel à l'eau, et pour moi, l'eau, c'est un être, donc je dialogue avec elle. Et l'échange était... l'eau me disait, mais va te mettre dans l'eau. Ça suffit, va te mettre dans l'eau. Et alors je dis, bon, alors il faut que j'aille me mettre dans l'eau. Alors c'était novembre, je me dis la Méditerranée, non. Je vais pas partir loin, j'ai quelques jours si je dois faire quelque chose dans l'eau. Et je tape yoga sur mon iPad et je tombe sur une retraite avec Laurelène Chambovet qui propose pour des doulas, chose que je suis pas du tout, une pratique dans l'eau pour pouvoir accompagner les femmes enceintes. Donc, j'appelle Lolo. Je m'étais pas rendu compte que je l'avais déjà croisée, que je la connaissais par personne interposée. Je l'appelle et je lui dis, voilà, je serais intéressée par la retraite. Et elle me dit, c'est complet. Je dis, et puis on commence à parler. Puis elle me dit, bon, écoute, tu as qu'à venir. Tu dormiras dans la salle de pratique. Et si ça te va, viens parce que, viens. Donc, je dors pas dans la salle de pratique, hein, ça s'organise très bien. Finalement, j'ai une chambre très confortable et je commence à rentrer en eau chaude pour faire les pratiques qu'elle propose. Et là, tout de suite, déjà, en rentrant dans un bassin d'eau chaude, parce que c'est des bassins qui sont à 33,5 degrés et c'est une température qui permet une très grande détente du corps. Et pour certaines personnes, dans mon cas, tout de suite, ça fait remonter les mémoires. C'est-à-dire que moi, ne serait-ce que d'être, je crois, dans un bain chaud, selon l'état d'être dans lequel je suis ou la démarche dans laquelle je suis, Laurelène, elle encadre de façon assez ritualisée pour rentrer dans l'eau déjà. Donc moi, ça me convient tout à fait. Je rentre dans l'eau très lentement avec ce sentiment de me relier à l'eau et d'être complètement relié et de relier l'eau de mon corps à l'eau autour de moi. Et dès que je fais ça, j'ai déjà des mémoires qui reviennent. C'est-à-dire que l'eau, c'est vraiment l'élément, l'être qui a une capacité de mémoire. Pour moi, l'eau, elle contient la mémoire de notre terre, la mémoire de notre humanité. Enfin, c'est vraiment l'eau, pour être les annales akashiques, c'est vraiment quelque chose qui porte cette mémoire. Donc, à partir du moment où on va travailler dans l'eau, et le fait que ça soit de l'eau chaude, c'est beaucoup plus direct, parce que le corps, s'il est en eau froide, il va se tendre, tandis qu'en eau chaude, il va se détendre. Et la détente, c'est de la relaxation, c'est déjà une première étape pour entrer en état de conscience modifié. Donc, selon son chemin, déjà, on va directement à des mémoires. Et ensuite, retrouver des mémoires de nos propres mémoires intra-utérines. Il y a aussi le fait qu'en Watsu, on propose de plier le corps et de tenir la personne. Alors déjà, on l'installe horizontale, donc l'horizontalité permet la relaxation profonde. Et après, quand on travaille les positions du corps de regroupement, et d'ouverture, dans le regroupement, il y a vraiment cette notion du fœtus qui ramène les mémoires fœtales. Mais ce qui est important aussi, c'est que il y a le Watsu et il y a le Wata. Le Wata, c'est quand on met la tête dans l'eau. Et selon les anses que l'on a avec l'eau, moi je crois que le Wata peut aller encore plus loin parce que si on a vraiment, il y a une position qui est pour moi magique parce que ça ouvre un espace de conscience qui est, j'ai l'impression de toucher l'univers, c'est quand j'ai la tête en bas, dans une position fœtale et que je suis maintenue. Et dans cette position, pour moi, c'est un état de conscience qui s'ouvre, c'est de la magie pure. Je sais pas, je peux pas dire plus. Donc voilà, toutes ces pratiques-là, c'est vrai. Et là, j'ai passé, il y a moins d'une semaine, 4 jours dans l'eau.
à raison de 8 heures dans l'eau par jour, en eau chaude, avec des gens qui faisaient du Wata. Et c'était purement magique. Et j'avais encore de la fatigue, encore une fois, du dernier film que j'ai fait, qui n'était pas encore complètement soigné, où j'avais pas encore retrouvé toute mon énergie. Et après ces 4 jours, on peut se dire 7 heures ou 8 heures par jour dans l'eau, on va être épuisé. Non, pas du tout. Moi, je suis sortie avec une énergie et une envie un désir de vie et de faire extraordinaire. Donc voilà, pour moi, l'eau, c'est la ressource absolue. Et ce chemin de Watsu, de Wata et de gens qui pratiquent dans l'eau, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et je souhaite à tous des expériences comme ça. Après, chacun le fait à sa mesure. Il y a des gens qui mettent la tête dans l'eau, c'est pas si simple. D'autres pour qui, enfin voilà, il y a toutes sortes de possibilités, mais c'est un chemin pour arriver à des états de conscience et de reliance extrêmes. Et sur cette dernière période de 4 jours dans l'eau, j'ai pris conscience que ma respiration changeait. Ça, c'est une prise de conscience qui est très récente. C'est pas écrit. Ça sera, je pense, le sujet parce qu'on a envie de continuer à écrire ensemble, je pense. Et donc, la prise de conscience que la respiration se cale sur une respiration complètement aquatique, qu'on pourrait appeler dauphine. En tout cas, les apnées sont de plus en plus longues naturellement, et la respiration est peut-être plus forte une fois, et après d'un calme plat pendant le temps nécessaire à ouvrir l'espace. Voilà, et c'est magique. Et ça, j'avais pas encore constaté ça, parce que c'est vraiment dans les mouvements du corps qui demandent le fait d'être immergé longtemps que la respiration se cale. Ça se fait complètement naturellement. Alors ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de chercher davantage. Je sens bien une très grande différence, mais j'ai peut-être des débuts de réponse, mais pas énormément encore. Alors, sur les états d'être, je pense que l'eau douce, elle a quelque chose de encore plus fluide sur le corps ou sur l'être en général, et que l'eau salée est plus dense en fait. Et d'ailleurs, elle se mélange pas parce que l'eau de mer est plus lourde que l'eau douce. Donc ça, c'est intéressant aussi à la réaliser. Après, l'eau de notre corps est relativement salée, tout en étant moins salée que certaines eaux de mer. Il y a à peu près un équilibre, et selon les endroits, les eaux sont différents. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais sur lequel j'ai que des débuts de réponse. J'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir chercher énormément encore, qu'on n'a pas grand-chose. J'ai cherché déjà et j'ai pas trouvé énormément de. Alors, il y a des choses qui sont connues, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il y a il y a 2,5% d'eau douce sur la Terre, tout le reste, c'est de l'eau salée. Donc, il y a un écart considérable, en fait. Il y a 97%. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant aussi. Et l'eau douce, il y a vraiment quelque chose de encore plus léger. Pour le coup, ça semble assez clair et très. Pour moi, l'eau douce est encore plus reposante, entre guillemets. Par exemple, les lacs, pour moi, c'est encore plus posé. Il y a quelque chose de plus, je dirais pas encore plus serein que l'océan, parce que l'océan peut l'être aussi. Mais c'est vraiment dans des états d'être très subtils la différence entre eau douce et eau salée pour moi. Et c'est vraiment un début de questionnement. J'ai très peu de réponses, pas assez pour développer. Mais ça me touche différemment. Moi, c'est drôle, jusqu'à ce que j'arrive à Yakushima, j'avais pas eu tout l'expérience de baignade avec l'eau douce, vraiment. Et Yakushima est très très célèbre pour ses rivières. Et donc là, cet été, j'ai passé des heures dans ces rivières qui sont extraordinaires. Et comme toi, moi, Marie, c'est plus de l'ordre du ressenti. Mais c'est drôle parce que la rivière, pour moi, c'est beaucoup moins serein.
que la mer. Tu vois, mais après, je pense que ça dépend de la mer ou de l'océan. Tu vois, parce que, par exemple, Hawaï, c'est une eau tendre, tropicale, douce. Bon, l'hiver, il peut y avoir des grosses vagues, mais la plupart du temps, c'est extrêmement calme. Et donc, on rentre et il y a tout le corps qui s'ouvre et on a l'impression que c'est une fleur en éclosion, quoi. Alors que les rivières de Yakushima, bon, il y a la température qui est plus fraîche. Et puis, ça dépend. Parfois, quand il y a eu beaucoup de pluie, on sent vraiment le courant. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui nous traverse. Et parfois, ça peut être vraiment un long fleuve tranquille, entre guillemets. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement vivifiant. Et là, je me suis dit, je comprends. Enfin, j'ai oublié comment ça s'appelle cette pratique, même si je suis japonaise. Ces moines japonais qui allaient se mettre sous les cascades d'eau froide pour justement attendre l'éveil. Les rivières de Yakushima, ça donne un peu cet effet. On se plonge dans la rivière et là, il y a un truc qui salit et qui nettoie direct. Et j'adore faire de l'apnée dans ces rivières. En fait, je pense que si quelqu'un me trouvait là, il aurait l'impression que je me suis noyée. C'est jamais arrivé que quelqu'un me trouve là, mais je m'étais juste au ras de la surface, sous l'eau. Et il y a personne, donc parfois on peut se baigner nu, ce qui est juste le luxe, et de fermer les yeux et juste de sentir et d'écouter en fait le chant de la rivière et de sentir la forêt, le granit, enfin tout ce que cette rivière charrie de mémoire, de particules, et donc de vraiment sentir presque les effluves de la forêt, de la terre dans la rivière. Alors que bon, si on descend un peu plus bas dans la mer, ça n'a plus rien à voir. Et le cycle de l'eau, en fait, est extrêmement présent. Il est très court à Yakushima parce qu'il pleut tout le temps. C'est verse à travers la rivière et ça s'écoule tout de suite dans la mer. Et donc, ouais. Voilà. Et aussi, il y a une dimension animiste que j'avais pas du tout captée. Mais dans le Japon ancien, on parle beaucoup de l'esprit de telle rivière ou l'esprit de telle montagne. Et je trouvais ça joli, mais ça m'avait jamais vraiment touché plus que ça. Et en commençant à vivre dans ce lieu qui a inspiré d'ailleurs le film Princesse Mononoke, il y a vraiment, on sent, je saurais pas l'expliquer de manière rationnelle, mais je regarde la montagne et je sens les dieux de la montagne. Et là, en m'immergeant dans la rivière, je pouvais sentir l'esprit vraiment de la rivière. Et donc, j'avais une toute autre lecture de tous les films de Miyazaki qui, voilà, tout à coup, la rivière s'incarne en un être humain ou un dragon. Et en fait, on découvre à la fin que c'était une rivière. Et donc, c'est très intéressant. Moi, ma première rencontre, elle est assez tardive par rapport aux filles qui sont avec moi, là, mes amis. En fait, on a eu la chance de réunir toutes nos familles sur un bateau et on s'est retrouvés toutes les trois avec nos enfants, nos compagnons, la famille élargie. Et donc, c'est là où on appelle famille cosmique parce qu'on était tous sur ce bateau. Et donc, moi, j'ai 3 enfants et comme je dis plus puisqu'affinité, donc il y avait aussi le grand frère de mes enfants et il y avait le fils de mon compagnon. Donc, j'avais quand même 5 jeunes avec moi à accompagner. Donc, je descends dans l'eau. Déjà, il y avait eu juste une information comme quoi il fallait faire attention de ne pas les toucher. Donc moi, ils sont venus tellement vite, tellement nombreux me rejoindre parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils venaient vers moi. J'avais peur de les toucher parce qu'ils étaient d'une proximité qui me touchait profondément. Et alors évidemment, ça déclenche une joie extraordinaire. Et donc, je les ai sentis, mais tout près, passer autour de moi. J'osais plus bouger parce que je me disais, si je bouge, je vais les toucher. Donc, surtout ne pas bouger. Et donc, après, le réflexe, je sors de l'eau et je regarde mes 5 jeunes en me disant, j'espère qu'ils voient ça aussi. Et je vois donc les têtes qui sortent autour de moi et tout le monde avec le sourire, mais accroché jusqu'aux oreilles. Et je me dis, bon, je peux redescendre, ça va, tout le monde est content. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cet état de joie
dans lequel ça met. Et bon, donc ça, c'était la rencontre, l'instant de rencontre où on se rend compte qu'ils viennent vers nous, c'est la première chose. Et après, il y a le regard. Mais ça, Léna en parle divinement bien, mais quand on croise vraiment un regard, ça, c'est encore plus puissant. Et après, il y a le fait d'y aller d'année en année et les reconnaître, parce qu'on les reconnaît, parce qu'ils ont des marques sur le corps, ils sont comme nous, quoi. On est différentes, toutes les trois, tous les quatre, on est complètement différents, donc eux aussi. Et donc après, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. En tout cas, moi, j'ai l'impression. Hein, je ne parle que du point de vue de mes ressentis. Comme ça, c'est clair. Il n'y a pas de voilà. Et donc c'est émouvant, mais d'une façon extraordinaire. Le point de départ, c'est une femme japonaise qui s'appelle Ayako, et c'est d'elle que je tiens cette très jolie phrase de va vers ce qui te met en joie. Ce qui m'a exprimé beaucoup de choses, mais voilà, à 14 ans, on comprend pas tout à fait tous les concepts spirituels. Mais il y avait quelque chose dans, oui, la joie. Elle m'avait dit plus particulièrement, en fait, c'est quand cette vibration, en fait, habite ton corps. Et c'est pas une joie frivole, c'est une joie vraiment qui vient des profondeurs de ton être. Alors tu sais que tu es aligné sur ta vérité, et utilise-la comme une boussole, quoi. Et moi, à ce moment-là, en fait, la joie, elle montrait très clairement le chemin de la mer et des cétacés. Et une autre chose qu'elle m'avait dit, c'est que je n'étais pas mes émotions et que j'étais une conscience infinie. Alors, j'ai rien compris. Mais il y avait quelque chose, justement, dans son regard que j'ai retrouvé plus tard chez les dauphins et les baleines. C'est ce regard qui, enfin, il y a des paroles de l'autrice Isabelle Sorante qui me vient à l'esprit parce que je suis en train de lire son livre, où elle parle de son maître spirituel Jacques Breton, et elle dit que son regard lui fait penser au regard d'un chat, pas d'un dauphin mais d'un chat, comme si ce qui l'intéressait se trouvait ailleurs, et que c'est un regard qui allait plonger dans vraiment les profondeurs de son être pour aller ramener la lumière à la surface. Et donc, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue, c'est que elle ne voyait pas la Léna dépressive ou malade, mais que elle voyait justement cette conscience infinie. Et donc, je crois que c'est 2 ans après, quand j'avais 16 ans. Donc, c'est la première fois, je crois, que je nageais avec des baleines. Et donc, c'était un rêve, presque un fantasme, mais arrivé au moment de la mise à l'eau, je me dis, mais en fait, j'ai aucune idée de la manière dont je vais réagir face à un être qui fait 40 tonnes. Et il y avait cette dimension complètement surréaliste. Et il y avait la mer, en fait, qui se reposait à 10 mètres sous nous. Et donc, les baleines à bosse ont ces très longues nageoires pectorales comme des ailes. Il y avait juste ce petit visage, cette petite tête de baleine, donc son baleineau qui pointait le bout de son nez, qui nous regardait, nous, à la surface. Et à un moment, le baleineau a commencé à s'élever vers nous. Et à un moment, il a commencé à accélérer et il a décidé de faire un saut prodigieux à 100 mètres de nous, quoi. Je trouve toujours pas les mots, mais c'est comme si la scène se passait au ralenti, et je me souviens encore de l'expression du baleineau. Bon, c'est peut-être une projection que je fais, mais il avait les yeux mi-clos, il a fait une bascule en arrière, et il avait tout son être qui rayonnait cette espèce de confiance et de présence totale à l'instant et de joie, ces joies enfantines. Et puis après, ce baleineau, comme il était très curieux et sociable, il est venu nous voir un par un, et il y a eu la rencontre avec ce regard. Mais peut-être le regard, là, il était à 5 mètres de nous, de moi. Et la sensation, en fait, de vraiment plonger là-dedans, et ça a duré certainement quelques secondes, mais c'était une fenêtre d'éternité. Et en remontant, je me suis dit, mais je crois que je me suis jamais sentie aussi bien ou acceptée de ma vie. Et
c'était incompréhensible, mais ouais, en fait, comme si ça avait fait exploser tous les masques que je m'étais construit au fil des années durant l'adolescence pour justement essayer entre guillemets, de survivre ou ouais, de pouvoir fonctionner au sein de la société. Et là, il y avait ce carcan, en fait, cette armure qui se brisait et avait cette confiance et cette présence totale à notre être. Et j'avais déjà ressenti ça avant. Je pense quand j'étais plus petite et quand on est complètement relié au monde et que c'est évident, mais cette évidence-là, c'était perdu, c'était délité au fil des années. Et là, le regard de l'animal. Et je dis animal dans le sens le plus noble du terme parce que anima, c'est l'âme en fait, c'est ce regard qui révèle l'âme. Ouais, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était la première rencontre avec un regard non humain, mais plein d'humanité. Je crois que ça m'a sauvée. Enfin, ça m'a sauvée. J'ai enfin eu le sentiment de pouvoir m'ancrer sur cette planète. Et ça peut paraître très contradictoire que même aujourd'hui, l'ancrage, c'est quelque chose, c'est pas du tout évident, même si je pense que j'ai fait pas mal de progrès, notamment en devenant maman. Mais ce sentiment d'ancrage et d'appartenance et de stabilité, je l'ai trouvé dans la mer. Et cette reconnexion au corps aussi, parce que j'étais complètement coupée de mon corps. Je vivais que dans ma tête. Je suis jamais allée où ça devient très sombre, très noir. Le plus profond, c'était 45 mètres et c'est encore très bleu. En fait, c'est ça qui est étonnant. Le bleu devient de plus en plus sombre, mais c'est encore très bleu. Et pour moi, ça a toujours été une espèce de, comment dire, j'aime pas utiliser le mot outil, mais comme un véhicule pour me relier à moi-même et au monde. Donc, ça a toujours été une pratique spirituelle, méditative. Ça a jamais été un sport. Et ouais, quand j'ai commencé à pratiquer l'apnée, je me suis dit, c'est la première fois que quelque chose me semble aussi évident. Parce que bon, évidemment, j'étais nulle en sport. Enfin, j'étais... Mais là, tout à coup, c'était, ok, je suis dans mon élément. Et je crois Marie-Hélène en parle dans le livre, elle parle du corps aquatique, je crois que c'est ça. Mais il y a quelque chose de physiologique, il y a une transformation qui se passe dans mon corps dès que je suis en immersion. Bon, après, ça, on peut l'expliquer scientifiquement aussi. Enfin, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, ça va durer une éternité, l'interview. Mais ces fameux réflexes d'immersion du mammifère, on voit que on a beaucoup plus de points communs qu'on ne le pense avec des mammifères marins et qu'on porte en nous cette mémoire de nos origines aquatiques, de cet océan primordial dont la vie est issue. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent, en fait, tu es quelqu'un d'autre dans l'eau. Et je m'en rends pas compte, mais dans le ressenti, oui, je sens que c'est différent, que c'est beaucoup plus simple dans l'eau que sur Terre. Bah oui, complètement. Et puis, pour rebondir encore de nouveau sur ce que disait Marie-Hélène sur le Wata, cette respiration delphinienne. En fait, l'apnée, ça commence par la respiration consciente, le souffle. Et moi, je sais que, voilà, au quotidien, je respire de manière extrêmement superficielle, mais que dès que je vais me mettre dans l'eau, y a comme un déclic. Ça va se poser, ça va se ralentir, ça va devenir beaucoup plus ample. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les anciens textes sanskrits indiens où il parle du pranayama, c'est pas juste le yoga du souffle, en fait, ça se réfère vraiment à ce temps entre l'inspire et l'expire, donc ce temps d'apnée, et ils disent c'est l'instant où le mental chavire. Et justement, c'est ça en fait, c'est quand je suis en apnée, alors pas tout le temps, et ça se sent dans mon apnée. Si je suis dans ma tête, dans mes émotions, dans mes ruminations, l'apnée va être beaucoup
plus pénible. Enfin, ce sera pas du tout agréable, clairement. Je me sentirais essoufflée beaucoup plus rapidement. Mais si j'arrive vraiment à créer cette relation avec l'eau et être dans l'instant présent, effectivement, le mental chavire et on bascule dans cet état de conscience, je dirais pas modifié, mais vraiment élargi. Ce fameux sentiment océanique, qui est une expression de Romain Roland, qui disait, c'est ce sentiment qui n'est pas du tout religieux, mais de reliance avec quelque chose de beaucoup plus vaste que soi, comme la goutte d'eau dans l'océan. Alors moi, j'ai rencontré les dauphins dans une eau très profonde, alors que maintenant nous allons voir les dauphins dans une eau turquoise, mais là non, c'était pas le cas. Et donc, et je suis, je pense, celle des trois qui n'a pas, comment dire, qui avait plus, enfin, ma relation à l'eau n'est pas forcément en immersion, c'est-à-dire que oui, l'eau est très importante pour moi depuis toujours, mais pas forcément dans cet appel indispensable. Et je pense que c'était lié aussi à des peurs. Donc là, on était sur le bateau avec Léna pour le tournage du film. Il y avait des cadreurs, un cadreur apnéiste également, et c'était à Bimini. Et il y avait eu un temps assez déplorable les jours d'avant. Et donc voilà, ce que j'ai vécu à ce moment-là. Donc moi, et à ce moment-là encore plus, je suis toujours pas très à l'aise sous l'eau en apnée d'ailleurs. Mais c'est génial parce que les dauphins montent nous voir. Mais à ce moment-là, donc c'était il y a quelques années, j'étais vraiment pas à l'aise dans l'eau et dans les eaux profondes et froides, enfin pas si chaudes en tout cas. Et voilà. Et j'ai eu la chance que 3 dauphins sont venus me voir, mais vraiment moi, alors que les dauphins adorent les gens qui nagent bien en apnée. Ils adorent jouer en fait. Donc là c'était un peu magique et c'était des grands dauphins et ils sont venus et il y a eu je sais pas combien de temps, mais le temps s'est arrêté. La sensation que j'ai, c'est qu'ils étaient là tous les 3 à me regarder et ça se passait là, chakra du cœur. Il y a eu un donc j'étais vraiment et j'ai senti vraiment leur bienveillance, une bienveillance énorme, plus que la joie à ce moment. La joie, je l'ai sentie bien après, mais ce moment-là, c'était bienveillance, empathie et confiance. Allez, vas-y, une espèce de manière de me booster. Donc je suis sortie de l'eau parce que ça n'a pas duré très longtemps. Et ce qui était fou, c'est que dès que je suis sortie de l'eau, en fait, j'ai pleuré, mais c'était même pas que j'ai pleuré, c'est-à-dire les larmes ont coulé. Et là, j'ai senti vraiment mon chakra du cœur donc cette roue énergétique, hein, là on parle yoga, mais c'est vraiment cette sensation qu'on a un cœur énergétique et qu'il n'était pas assez grand, qu'il fallait, avec cette rencontre, qu'il fallait l'expandre. Et en fait, c'est cette sensation que le cœur, il prend une autre place en fait. Et je pense que, ouais, cette émotion, en fait, m'a fait lâcher aussi des choses, comprendre, enfin, voilà, et être ressentir cette empathie qu'ils avaient eue pour moi aussi. Alors, je pense que c'est un cheminement, en fait, parce que des expériences qui ouvrent le cœur, il y en a d'autres. Enfin, il y en a plein en fait. On peut tous faire des expériences d'ouverture du cœur. Mais justement, moi, ce qui m'a semblé à ce moment-là, parce que j'avais déjà rencontré des maîtres, des Tibétains, des Amas, enfin, je sais pas, j'avais déjà eu cette sensation, mais je me suis dit qu'en fait, avec ces êtres dauphins, comme on les appelle, ou c'était vraiment, ça pouvait être en tout cas aussi fort que rencontrer un maître spirituel. Donc ça me paraît très important parce que en fait c'est sur la conscience aussi que ce qu'on appelle des animaux et que les êtres humains continuent à tuer en ce moment, malheureusement au Japon ou dans les îles Féroé. Moi ça me touche énormément en ce moment. Plus que ça m'aurait touché avant, parce que je pense que quand on a vu, comme disait Marie-Hélène, là, l'œil
ces cétacés, on a compris à un autre niveau que c'est pas seulement des animaux qu'on peut tuer pour se nourrir, mais qu'il y a de la conscience. Et je pense que pas tous les dauphins, pas toutes les baleines ont la même conscience. Ça dépend de qui, comme les êtres humains n'ont pas la même conscience. Mais voilà. Donc ça, c'est un cheminement avec les dauphins, mais c'est vrai que quand on est ensemble pour ces retraites, on a commencé à faire des rituels à l'eau. Et c'est vrai que ces rituels à l'eau nous ont, je pense, tout transformé dans notre relation à l'eau. Mais c'est vrai que ce dont tu parles, ou ce dont je parle dans ce livre, c'était en 2020, donc c'était avant ces retraites. Et c'est vrai que j'ai quelque chose avec les élixirs, je pense. Ça me fascine complètement, le mot déjà. Et donc c'était un moment où on était en confinement, et il se trouve que Marie-Hélène était là parce que c'était dans un village où on a des maisons, enfin une maison proche toutes les deux, et il y avait énormément de roses. C'est Marie-Hélène qui a commencé la première à dire mais il faut qu'on fasse des hydrolats, et j'ai dit mais on a tellement de choses à faire déjà, et finalement j'ai eu cet appel. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'ailleurs là maintenant on a plein de flacons d'eau, de flacons d'eau, de roses, ou des autres plantes, de la sauge, du romarin, de la lavande. Donc petit à petit ça se tisse ce lien entre donc l'élément eau et les plantes, donc les règnes et éléments, comment ils peuvent se marier. Mais je crois que pour moi c'est toute une question de reliance en fait. On a pu faire vraiment. Alors, il y avait l'envie de peut-être faire ces macérats à la rose, ces eaux de rose, mais en fait, ce qui s'est tramé ensuite, c'est comment on rentre en lien avec la rose, par exemple. Et effectivement, il y a cette notion de rentrer en relation avec l'esprit. Donc, l'esprit de la rose, ou l'essence, mais l'essence pas dans le sens odeur, mais dans le sens voilà, cette énergie de la rose et des roses, comme si c'était des âmes groupes un peu, et des roses et de l'eau en fait. Et je pense que notre humanité est assez connectée aux animaux, donc c'est plus simple, mais moins aux éléments. Et je pense aussi que l'élément eau, maintenant il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par cet élément eau, mais que voilà, tous les aliments, tous les règnes peuvent être des connexions, à se connecter à ces esprits et à recevoir, donc à échanger des informations avec eux. Donc avec la rose, oui, c'est aussi une ouverture de cœur, bien sûr, parce que la rose est puissante de ce côté-là, et en même temps, donc on a bu de l'eau de rose qu'on avait fabriquée avec les roses du jardin pendant une semaine, et donc je pense que là l'échange avec une diète aussi, avec un repos, une connexion plus vaste que d'habitude, dans ce confinement, dans ce moment un peu bulle, et donc on a pu recevoir peut-être des informations de cette énergie de la rose, et comment être en fait c'est comment avoir peut-être des alliés qui ne sont pas seulement humains. Moi, j'ai envie de dire et de proposer à tout le monde, chaque fois qu'on voit de l'eau, de lui faire porter de l'amour, de la paix, de la joie, de la sérénité. C'est-à-dire que si on offre à l'eau un état d'être, chaque fois qu'on la voit, c'est une façon de communiquer avec tout très facilement. Et j'aimerais bien initier qu'il y ait de plus en plus d'êtres sur cette planète qui fassent ça. C'est-à-dire qui donne cet état d'être à l'eau pour qu'elle le mémorise et qu'elle le transmette. Je crois que c'est vraiment un chemin extraordinaire que de opposer ça. Nous, on a appris une chanson là qui a été transmise par les Amérindiens et les femmes, notamment les 13 grand-mères, et qui est pour qu'on la chante de plus en plus. Et cette chanson, elle dit « L'eau est le sang de notre corps, l'eau est le sang de la planète ». Il y a quelque chose aussi qui vient de la sororité, mais qui vient de tous les êtres humains, de transmettre de plus en plus à l'eau, d'échanger de plus en plus avec l'eau. Donc, on est dans ce flot aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de cultures
qui ont déjà ces relations. On a parlé du Japon, de Miyazaki, de l'esprit des rivières, etc. Je pense que les Japonais sont effectivement des enseignants. Moi, mes enfants, on a regardé tellement de Miyazaki quand ils étaient petits et on continue encore parce que c'est cette vision animiste ou alchimique ou chamanique et en fait de voir, de se connecter aux esprits de l'eau ou des cétacés ou d'autres règnes et éléments. Je pense que ça c'est très amérindien aussi, que tout est relié en fait. Et on est dans cette continuité. Je pense qu'il y a des gens comme nous qui sont plus dans l'information directe en fait, pas forcément. Enfin toutes les trois, je pense qu'on fait des expériences de conscience qui nous amènent à avoir des liens. Et puis il y a d'autres gens pour lesquels c'est des traditions et tout ça se métisse en ce moment. Et je trouve ça très beau en fait. On avait cette envie, je pense toutes les trois, d'inviter chaque personne à la lecture de ce livre, pas juste à voir la relation que les autres ont à l'eau, mais que chacun puisse trouver, s'il l'a pas déjà, parce que sa relation à l'eau et comment en faire une alliée, comment se connecter et en faire une alliée du quotidien, j'ai envie de dire. Voilà. Et aussi pour œuvrer pour le bien et le mieux de cette humanité. Moi, c'est très simple, c'est considérer l'eau comme un être, parlez-lui et écoutez-la. Ça me semble, c'est un être vivant et prenez cette conscience que elle peut vous répondre et que vous pouvez l'écouter. Moi, le message, ça serait c'est le message un peu que j'ai eu de l'eau cet été dans la rivière aussi, avec plus d'interaction avec l'eau et plus la sensation qu'elle pouvait me répondre. Et ça, c'est vraiment l'enseignement des dauphins. Je pense que, en fait, avec les animaux, c'est assez facile. Enfin, pour nous, dans notre pratique de yoga diamant, c'était de diffuser des états d'être. Mais ça, je pense que c'est logique. C'est-à-dire, on va, plutôt que juste de recevoir, en fait, leur empathie, leur joie, etc., c'est aussi en retour ou même d'aller vers eux avec cette diffusion du cœur, l'amour, la douceur, enfin, ce qui nous porte, nous, le diffuser. Et donc, d'avoir pu faire ça avec les dauphins, ça a donné vraiment l'ouverture de le faire aussi avec l'eau, par exemple, ou toute autre chose. Hein. Mais d'être dans ce donner-recevoir, le donner-recevoir, c'est vraiment quelque chose qu'on pratique avec notre yoga diamant. Et donc, oui, voilà, ça va un peu dans le sens de ce que dit Marie-Hélène, de parler à l'eau, mais c'est en tout cas de faire des expériences et de voir comment ils peuvent avoir des sensations ou des réponses ou en fait, d'y aller, quoi. De dire, j'essaye de communiquer avec l'eau. L'eau que je bois, l'eau quand je prends ma douche, l'eau quand je m'immerge, l'eau de mon corps, mais aussi l'eau à l'extérieur, justement. Est-ce que cette rivière me parle? Est-ce qu'elle a un esprit? Est-ce que je suis connectée plus à cette rivière ou à l'océan? Un peu les choses dont on a parlé. C'est d'expérimenter avec les éléments aussi. Et puis, ça peut être avec l'air, mais déjà avec l'eau. Moi, en fait, ce que je propose souvent, c'est rentrer dans l'eau avec cette conscience qu'on relie l'eau de son corps avec l'eau autour de nous. Et de ce lien, être attentif à ce qui se passe dans cette reliance de l'eau de notre corps et l'eau autour de nous. Et l'autre chose aussi que je trouve très touchant, c'est la brasse. C'est une nage très courante que tout le monde, la plupart des gens nagent la brasse. Et je propose qu'on la nage en pensant que c'est la nage du cœur. Parce que vraiment, l'ouverture des bras de cette nage, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Et pour moi, cette nage, c'est la nage du cœur. Et ça, le fait de l'exprimer et de le dire, j'espère que certaines personnes ressentiront ça aussi. Parce que c'est très puissant. Donc, je vous propose de nager la brasse en conscience que c'est la nage du cœur et de relier l'eau de votre corps
à l'eau autour de vous quand vous rentrez dans l'eau? Alors moi, je vais revenir sur des choses simples d'informer notre eau, c'est-à-dire ça on le fait beaucoup avec Marie-Hélène depuis un bon moment, même avant l'idée de ce livre. C'est un moment de prendre de l'eau et de lui donner des informations, de peut-être des états d'être, donc les états d'amour, de joie, etc. Moi, j'ai toute une phrase pour informer mon eau, et selon si c'est pour la famille, si c'est pour donner à quelqu'un spécifiquement, c'est vraiment d'être dans cette potentialité que l'eau, les mots qu'on va lui dire, la vibration qu'on va lui donner, elle peut être transmise après aux personnes qui vont la boire. Donc ça peut être pour nous-mêmes, mais ça pourrait être pour quelqu'un d'autre. Voilà, parce que effectivement, il y a quelque chose qu'elle porte beaucoup plus simplement, comme on l'a dit. Moi, j'étais surprise parce que c'est surtout Marie-Hélène qui a fait cette envie de wetsuit, etc. Mais quand on a fait des cercles, on a pu faire une fois un cercle dans l'eau, dans la baie, et parce qu'il y avait peu d'eau et sable blanc, etc. Toutes les personnes du cercle là ont vraiment eu des émotions, mais presque instantanées. Tout ce qui se règle sur la terre, et moi je suis très terrienne, j'adore pratiquer le yoga, les postures, les ancrages sur terre mais là dans l'eau, il y avait quelque chose de l'ordre des émotions qui se déployaient. Et donc même quand on n'a pas la possibilité d'aller dans l'océan, etc., vous allez prendre la douche, vous vous connectez à vos problèmes par exemple, et vous demandez la transformation grâce à l'énergie de l'eau de telle densité. Je ne sais pas si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, et demander à l'eau de transformer en quelque chose. On va partir de, par exemple, un état de stress ou d'inquiétude, etc. Et consciemment, tout en prenant cette douche, tout en étant connecté à l'eau, de demander cette transformation grâce à la fluidité de l'eau, grâce à l'énergie de l'eau. Que l'eau puisse transformer la colère, la tristesse en énergie, je sais pas, qu'on va mettre au service de ce qui est important pour nous, des choses qu'on veut atteindre, de nos projets, de nos rêves. Et il y a quelque chose de magique dans ces actions qui paraissent vraiment infimes, voire peut-être complètement on peut dire, je comprendrais qu'on dise, mais franchement, est-ce que ça marche vraiment, ce genre de choses? Mais moi, je vous invite à le tester, en fait. Déjà, je suis vraiment en gratitude, moi, par rapport vis-à-vis de Anne et Marie, pour revenir au sanctuaire bleu, au rituel, et comment l'eau, en fait, permet d'entrer en relation aussi avec un lieu, l'esprit d'un lieu. Bon, le sanctuaire bleu, c'est un lieu d'eau, donc bon, l'eau, c'est un peu une évidence, mais cette cérémonie, en fait, quelque part de clôture et de remerciement à la baie, qui est une forme de célébration, je trouvais ça très beau. Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est que on recueille l'eau de la baie, donc cette baie où on est invité pendant une semaine, où on s'invite, et chacune à son tour va venir déposer quelque chose de lui ou d'elle à cette eau, justement l'informer. Ça peut être un chant, ça peut être une prière, ça peut être un silence qui est chargé d'un état d'être. Et donc ce bol d'eau circule, et c'est une manière en fait de converser et de remercier l'eau, et à la fin de manière pas juste symbolique, mais on reverse cette eau qui est chargée en fait de tout, non seulement la gratitude, mais la transformation de chacune. On la reverse à la baie avec vraiment nos meilleurs vœux du cœur. Et depuis que j'ai été invitée à cette pratique à travers elle, j'ai senti que ma relation, en fait, à ce voyage, à notre proposition et au lieu, s'était complètement transformée. Parce qu'avant, je me sentais juste comme une touriste. En fait, il y avait une forme de culpabilité de me dire, mais on arrive dans ce milieu, dans cet endroit magnifique, avec ces dauphins, on a l'impression qu'ils sont servis sur un plateau d'argent. J'avais pas l'impression juste de prendre, mais de dire, on passe, mais qu'est-ce qu'on donne en retour? Il n'y a pas vraiment d'échange. Alors que là, cet échange était vraiment conscientisé.
Et ça a vraiment changé ma perception des choses. Et après, c'était quoi? Oui, c'était paroles d'une chercheuse soit australienne ou néo-zélandaise, Veda Austin, qui dit en fait notre perception sur l'eau est en train de changer. Enfin, l'eau, ce n'est plus une ressource. En fait, l'eau, elle est source, elle est source de vie. Et donc, comme tu disais, Anne, tout à l'heure, je crois que jusqu'à présent, c'est facile d'entrer en relation, par exemple, avec le règne animal, mais avec les éléments, je pense que c'est moins évident, mais là, il y a de plus en plus un éveil, et surtout, je sens que l'eau véhicule ça. Il y a cet engouement, cette fascination, ce souvenir, en fait, que l'eau est vivante, qu'elle est une entité vivante, et qu'elle nous unifie, et qu'elle nous éveille aussi quelque part hors de cette illusion, en fait, de séparation en tout cas, moi, j'ai souffert énormément en grandissant de me penser, en fait, complètement coupée, séparée du monde, alors que c'est une immense illusion. Enfin, je sais que t'aimes pas ce mot, Anne, mais interdépendance, mais tout est interrelié. Oui, voilà. Je préfère interrelié ensemble. Et l'eau nous montre cette voie. C'est pour ça qu'elle touche autant. Merci à vous trois pour cette interview. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Oui. Merci à toi. Merci. Merci Marianne. Merci Anne. Merci Elena. Merci à toi et merci à vous les filles. C'était super. À bientôt. Enfin, à bientôt. François-Xavier, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Et puis, avec grand plaisir. Ouais. Et les filles, à bientôt. Merci beaucoup. Oui, on sent qu'on pourrait parler énormément sur l'eau. Je pense qu'on est toutes les trois à notre manière, et toi aussi, j'ai l'impression, assez fascinées par cet élément. Oui, tout à fait. Et voilà, et donc c'était un vrai plaisir d'être avec toi et d'échanger. Ça amène toujours plein de nouvelles choses. Et oui, j'espère vraiment que ça va ouvrir l'espace aux personnes qui vont regarder de leur lien, elles, eux, à l'eau.